Elle dit avoir porté un lourd secret pendant 27 ans. Nous l'appellerons Mathilde. Fin 1994, jeune reporter, tout juste sortie de l'école de journalisme, elle intègre la rédaction de TF1, où elle côtoie le présentateur le plus célèbre de France, Patrick Poivre d'Arvor. Elle s'exprime pour la première fois et a souhaité garder l'anonymat afin de préserver ses proches. Pour moi, professionnellement, c'était le meilleur. Je rêvais que ça devienne mon mentor. Un jour, sa secrétaire me dit « Patrick aimerait bien te voir après le journal à 21h dans son bureau ». Et ma première réaction a été de la joie, en me disant « On va parler du boulot, de mon avenir au sein du groupe, de ce que je vaux, de ce qui se pense de moi professionnellement. » Donc j'y suis allé vraiment sans crainte. Les faits présumés que Mathilde s'apprête à révéler sont prescrits et ne pourront jamais faire l'objet d'un procès. Mais en pleine révolution MeToo, ce récit révèle un changement d'époque, une libération de la parole, avec en toile de fond les questions du consentement et de l'emprise. Le rendez-vous a lieu à 21h, 21h15, et donc il n'y a plus personne. Il était derrière son bureau. Il m'a demandé ce que j'avais fait avant, mon expérience antérieure à TF1. Petit à petit, la conversation a pris un tour plus intime, à savoir, est-ce que j'étais amoureuse? Et subitement, sans un mot, il se lève du bureau, il fait le tour, et il vient s'asseoir à côté de moi. Et je n'ai même pas réalisé le fait qu'il se lève et je trouvais pas ça normal, mais ça a été tellement rapide que je commençais à être tétanisée. Et il a fallu 30 secondes pour que je me retrouve allongée sur la moquette. Et j'ai eu peur. Ma tête disait non. Et mon corps n'a rien fait, ne s'est pas révolté. Donc j'ai été violée par cet homme. Il ne me parle pas, il me dit rien, et au bout de 2 minutes, il s'habille. Je me rhabille, il n'y a pas de mots, et il me dit « Bon, ben, au revoir, à demain ». Je me suis dégoûtée en rentrant chez moi, j'ai pleuré. Je n'en parle ni à ma famille, ni à mes amis, ni à mes collègues. J'ai honte de moi. Bizarrement, je n'ai pas honte de lui, j'ai honte de moi. De moi, de pas avoir réussi à me défendre, d'avoir eu peur. Et vous dites l'avoir recroisé? Hélas, oui. En fait, c'était un soir, il était 21h, et je rangeais mes affaires, je partais. Et mon bureau était au même étage que le sien. C'est un grand open space. La porte était ouverte, et il vient vers moi, il me regarde, pas un mot, pas un bonjour, pas un mot. Il s'approche de moi. J'ai du mal à en parler encore maintenant, parce que je pense que c'est le truc qui m'a le plus choqué, c'est le truc le plus violent que j'ai vécu dans ma vie. Il déboutonne son pantalon. Il m'a attrapé par les cheveux. Et il m'a tiré les cheveux et il a approché mon visage de son sexe. Il voulait une fellation. Et là, je me suis débattue. Je me suis débattue comme une folle. Comme jamais. J'avais mal aux cheveux. Et quand il a vu que ça marchait pas, il s'est rhabillé. Il est parti. Sans un mot. Et c'est quelque chose qui, toute ma vie, m'a donné beaucoup d'angoisse, qui me revenait par flash. Ses mains qui tiraient mes cheveux, son regard et
et son absence de mots. C'était dans un silence absolu. Et j'ai trouvé ça très violent. Très, très violent. Et à partir de ce moment-là, je l'ai haï. Quelques mois plus tard, Mathilde quitte TF1 sans livrer à personne ce qu'elle dit avoir vécu. Ce n'est qu'en février dernier, alors qu'est rendue publique la première accusation contre Patrick Poivre d'Arvor, qu'elle dit avoir confié son histoire. D'abord à une amie, ancienne salariée de TF1, puis à un sénateur que Mathilde a rencontré dans le cadre d'activités militantes. Et enfin, à une journaliste féministe. Les deux derniers lui ont conseillé de porter plainte. Tous trois nous ont confirmé avoir reçu son témoignage. L'avocate de Patrick Poivre d'Arvor, que nous avons tenté de joindre à de nombreuses reprises, n'a pas souhaité réagir à cette accusation qui vient s'ajouter à d'autres témoignages. Le 15 février dernier, l'écrivaine Florence Porcel est la première à déposer plainte contre l'ancien présentateur du 20h de TF1. Elle l'accuse de l'avoir violée en 2004, puis en 2009. Présumé innocent, PPDA, 74 ans, dément et réfute toute relation sexuelle. Au cours de l'enquête, 22 autres femmes, la plupart journalistes ou écrivaines, dénoncent à leur tour des faits de harcèlement, d'agression sexuelle ou de viol pour 4 d'entre elles qu'aurait commis le journaliste depuis 1985. Elles ne témoignent pas dans la presse, mais certains de leurs propos fuitent dans les médias, sans que leur nom ne soit révélé. Bonsoir Patrick Poivre d'Arvor, bienvenue sur le plateau de Quotidien. Vous avez 16 ans. Le 3 mars dernier, Patrick Poivre d'Arvor est interviewé pendant 25 minutes. C'est à ce jour son unique prise de parole sur ces accusations. Tout ceci uniquement de l'anonymat, toujours de l'anonymat. Jamais une personne qui ose venir, les yeux dans les yeux, me dire « mais non, là, c'était pas bien », etc. Vraiment, il y a un moment, et pardonnez-moi, je vais essayer de me contrôler. Comme vous l'avez compris, je suis très ému par tout ce qui m'arrive en ce moment. Ce que je peux vous dire, c'est que de ma vie, jamais je n'ai consenti, je n'ai accepté une relation qui ne serait pas consentie, une relation qui serait forcée, que ce soit sentimentale ou sexuelle. Jamais de ma vie. Pour moi, c'est vraiment, c'est horrible, quoi. C'est une accusation qui me révolte. C'est pour ça que je sors de mes gonds. Après avoir recueilli l'ensemble des témoignages, le policier en charge de l'affaire conclut son procès-verbal de synthèse en présentant Patrick Poivre d'Arvor ainsi. Un prédateur sexuel abusant de sa notoriété. Le 25 juin dernier, le parquet de Nanterre clôt l'enquête. Tous les faits sont prescrits, à l'exception du second viol dénoncé par Florence Porcel, qui est classé sans suite pour insuffisance de preuves. Aucun élément ne permet de confirmer les propos de l'un ou de l'autre concernant l'existence de cette scène. La justice n'a officiellement à ce stade rien à reprocher à Patrick Poivre d'Arvor. Les débats vont alors se porter sur un autre terrain, celui de l'opinion publique. Le 8 novembre, dans Libération, 7 femmes renouvellent leurs accusations, cette fois à visage découvert. Elles ont décidé, explique le journal, de prendre PPDA au mot, les yeux dans les yeux. L'ancien présentateur réagit à cette contre-attaque dans les colonnes du journal. Cette tentative de contournement médiatique d'une décision judiciaire me semble regrettable, inquiétante et dangereuse. Qu'attendent ces femmes aujourd'hui, 20 ou 30 ans après les faits présumés? Déjà, une reconnaissance de leurs paroles. Aude Darlé, 48 ans, est l'une de ces femmes qui témoignent publiquement. En 2002, elle est employée dans une compagnie aérienne, mais aussi écrivaine. Alors qu'elle fait la promotion d'un de ses livres, elle est contactée par l'assistante de Patrick Poivre d'Arvor. Ce dernier voudrait la rencontrer pour parler de son ouvrage. Il l'invite à assister à un journal télévisé. Elle ne l'a encore jamais rencontré.
Il a commencé à m'appeler tard le soir et la nuit. J'étais très surprise de recevoir des appels de sa part. Et des questions toujours les mêmes, des questions très intimes. Est-ce que j'avais eu plusieurs amants dans ma vie? Est-ce que j'étais en couple? Est-ce que j'étais fidèle? Est-ce que je me masturbais? Est-ce que je dormais nue? Est-ce que ce que ça me faisait lorsque je le voyais présenter le JT? Qu'est-ce que je ressentais, moi, dans mon corps? Et je ne comprenais pas bien le sens de ces questions. Et j'ai une amie qui m'avait dit qu'il avait été victime d'une érotomane. Et je me suis dit, ok, donc il vérifie que je ne suis pas une érotomane et que je suis donc apte à venir à ce JT. J'étais vraiment pas à l'aise avec toutes ces questions-là. Et en même temps, je n'ai jamais montré aucune ambiguïté. J'ai répondu que j'étais fidèle, que j'étais en couple. Donc pour moi, la question ne se posait pas du tout. Et surtout, j'avais une extrême confiance en cet homme qui présentait le JT depuis tellement d'années. Et comme des millions de Français, je faisais confiance à cet homme. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Voici les titres de l'actualité de ce jeudi. Pendant 21 ans, de 1987 à 2008, sa voix, son visage, son style Est-ce que vous craignez l'élimination physique? ont rythmé le quotidien des Français. 10 millions de téléspectateurs chaque soir, la moitié des parts d'audience. Et face à lui, les acteurs d'une actualité mondiale. Vous avez passé plus d'un tiers de votre vie en prison. Vous s'acharnez, Patrick. Charleston, bonsoir. Vous vous croyez autorisé à me poser la question? Oui, vous pouvez ne pas répondre. Votre question dérape vers une certaine insolence. Monsieur Port-d'Arfort, c'est parce que vous avez quelques mois de plus que moi que vous me voyez si jeune. Plus qu'un présentateur télé, une star nationale, qui anime aussi Vol de nuit, une émission littéraire. Après avoir assisté au JT, Aude Darlé raconte avoir été conduite dans le bureau de PPDA. Il est arrivé dans mon dos, je crois. Je ne l'ai pas vu arriver. Et il a tout de suite mis ses jambes, enfin sa jambe sur le bureau, façon cow-boy, en défaisant sa cravate, très sûr de lui. Il m'a proposé un verre de vodka que j'ai refusé. Il s'est servi un verre. Et en tout premier lieu, il m'a demandé ce que ça m'avait fait de le voir présenter le JT. J'étais assise comme je suis là, exactement. Et il est passé derrière moi. Et il m'a caressé les cheveux. Et là, j'étais tétanisée. Et je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui est en train de se passer à ce moment-là? Et je me suis rapidement raisonnée en me disant, après tout, mon père fait ça aussi. Donc j'ai laissé passer. Or, je pense que c'était là que j'aurais dû réagir. Le fait de ne pas réagir lui a donné le droit de faire autre chose. Par surprise, par derrière, je n'ai rien vu venir. Je me suis retrouvée avec sa langue dans ma bouche et sa main dans mon soutien-gorge. Sans même que je le voie venir. J'étais sidérée. Et je l'ai repoussé, évidemment. Je me suis levée et j'ai dit quelque chose comme « ça va pas », non, ou je l'ai rejeté tout de suite. Il a très mal pris. Il était très en colère. Et il est allé derrière son bureau ranger ses feuilles façon JT en me disant « Madame, j'ai du travail ». Il m'a raccompagnée à la porte et il m'a dit « Faites attention à vous ». Et je lui ai dit « Moi, ça va, par contre, vous faites très attention à vous ». J'en ai parlé à tout mon entourage, j'en ai parlé à ma famille, j'en ai parlé à mes amis. J'en ai parlé dès le lendemain à mon éditrice. J'en ai parlé à tout le monde, tout le monde. Mais la réaction des personnes autour de moi à qui j'ai raconté mon histoire a été extrêmement violente pour moi. On a minimisé. On a dit qu'après tout, une simple main dans le soutien-gorge, une langue dans la bouche, il n'y a pas mort d'homme. Alors qu'au fond de moi, j'étais extrêmement choquée, blessée par ce qui s'est passé. Un proche d'Aude Darlé nous a confirmé avoir reçu ses confidences à l'époque. Entendu par la police le 18 mai dernier, Patrick Poivre d'Arvor a jugé ses déclarations fantaisistes, précisant ne pas se souvenir avoir rencontré Aude Darlé. C'est très violent d'entendre dire que vous êtes une menteuse et que cet homme-là ne vous connaît pas. Or, une victime, elle n'oublie jamais son agresseur. Jamais. Or, lui, il a pu
m'oublier. Et aujourd'hui, je veux qu'il apprenne à me connaître. C'est pour ça aussi que je témoigne. Puisqu'il ne se souvient pas de moi à l'époque et du mal qu'il m'a fait, aujourd'hui, je veux qu'il s'en souvienne. Donc oui, je suis très en colère contre lui. Comme plusieurs autres accusatrices, Muriel Réus raconte avoir été elle aussi invitée à assister aux 20 heures de PPDA. Cette chef d'entreprise, aujourd'hui engagée dans le combat féministe, était en 2005 directrice générale adjointe d'une filiale de TF1. Après le journal, elle aurait été conduite dans le bureau du présentateur. Il arrive au bout d'un petit moment, il me dit à peine bonjour et il se rend à son bureau pour trier des papiers. Son assistante lui dit « Patrick, il est 21h, je m'en vais ». Elle quitte la pièce, elle ferme la porte. À ce moment-là, il se tourne vers moi, il me parle pas, je n'ai pas le souvenir d'avoir échangé des mots avec lui, et il va fermer la porte à clé. 2 secondes après, il est devant moi, il essaie de m'embrasser, et en même temps, il défait son pantalon. Et il se retrouve en caleçon. Un instant, mon cerveau me fait m'interroger en me disant « Mais comment je vais me sortir de cette situation ? Comment ce personnage qui représente ce qu'il représente se retrouve dans cette situation que je trouve pathétique, puisqu'il n'y avait aucun échange, aucune séduction, aucune ouverture. » Et je lui dis à ce moment-là « Mais enfin Patrick, qu'est-ce que tu es en train de faire ? Et en plus, tu connais mes liens avec la direction générale de cette maison et avec Patrick Lelay en particulier, avec qui j'ai échangé de façon extrêmement régulière. » Et donc, à ce moment-là, ça l'a arrêté net. Il s'est rhabillé. J'ai évité de regarder. On est sortis, il m'a raccompagné à l'ascenseur et je suis partie. À propos de ces accusations, Patrick Poivre d'Arvor a déclaré aux enquêteurs « Je lui ai peut-être proposé de faire l'amour, mais pas de cette manière-là. » Le lendemain matin, j'appelle Patrick Lelay, donc j'appelle la présidence pour lui raconter ce qui s'était passé la veille. Ça me semblait important quand même de partager ça. Il me dit « Ah non, mais il n'a quand même pas osé aussi avec toi. » Et donc cette formulation me fait lui répondre « Mais donc si tu me dis ça, ça veut dire que tu es au courant de ce qui se passe. » Et il me répond « Oui, on a entendu un certain nombre de choses, mais je m'en occupe. » Donc Patrick Lelay vous dit « Je m'en occupe. Qu'est-ce qui se passe ?» Eh bien apparemment, il ne s'est rien passé. Patrick Lelay, PDG de TF1, est décédé en mars 2020, 11 mois avant la première plainte visant PPDA. Une journaliste de TF1 affirme avoir alerté dès la fin des années 90 le directeur de l'information de la chaîne, Robert Namias, d'une autre affaire, une agression sexuelle qu'elle aurait subie. Robert Namias a répondu au site Mediapart le 23 novembre dernier. Je n'en ai aucun souvenir. Ça ne veut pas dire que ça n'a pas existé. Je n'ai jamais été saisi d'aucune plainte, ni orale ni écrite, concernant Patrick Poivre d'Arvor. Mais je ne mets en doute la parole d'aucune de ces femmes. Nonce Paolini, DRH de TF1 dans les années 90, puis PDG jusqu'en 2016, nous a affirmé qu'il n'avait jamais été saisi, lui non plus, d'aucune plainte visant le présentateur. Je n'ai aucune raison de ne pas croire ces femmes. Il n'y a aucune raison de croire qu'elles se sont liguées contre Patrick Poivre d'Arvor. Quelle lecture ces dirigeants avaient-ils du comportement de PPDA avec les femmes ? Catherine Nel, ancienne directrice de la rédaction, s'exprime elle aussi dans l'enquête de Mediapart. C'était de la drague, c'était lourd, mais à aucun moment je me suis dit qu'il se passait des choses dans son bureau. Claire Chazal, ancienne compagne du présentateur, lui a témoigné son soutien en mars dernier sur France Inter. Bien qu'étant séducteur, aimant bien sûr conquérir, aimant même peut-être, disons-le, multiplier les conquêtes féminines, il n'est en rien ni dans la violence ni dans la force. Concernant TF1, jamais les choses n'ont été ni même évoquées, ni même imaginées à TF1 dans cette tour où son bureau était au cœur de la rédaction et où chacun avait accès à ce bureau. Claire Chazal nous a confié cette semaine par téléphone maintenir cette position. Armelle Hanout,
assistait PPDA dans les coulisses du JT et l'accompagnait en plateau entre 1999 et 2003. 3 accusatrices dénoncent des faits commis pendant cette période. Armelle est toujours salariée de TF1. Elle est la seule à avoir accepté de nous dire publiquement ce que plusieurs membres de la rédaction nous ont confié hors caméra. Je ne l'ai jamais vu manquer de respect à une femme. Je ne lui ai jamais connu un geste déplacé, ni un mot déplacé. Ce n'est pas du tout l'homme que je connais. Le Patrick que je connais n'aurait jamais contraint quelqu'un. Certaines disent à TF1, tout le monde savait. Ben, c'est pareil, on n'a pas dû vivre, on a vécu dans des mondes parallèles alors. Vous vous rendez compte, une rédaction qui bosserait sous la coupe d'un pervers polymorphe, ça se serait su bien au-delà, et tout le monde se serait barré, aucune femme ne serait restée. Tout le monde savait quoi, que c'était un séducteur? Oui. On prévenait, oui, les jeunes filles, on disait, ouais, voilà. Mais on les prévenait plus qu'elles risquaient de se faire draguer. Et donc qu'elles soient prêtes à être draguées, ce qui pouvait être un tout petit peu intimidant et déroutant. Parce que, oui, on peut comprendre que certaines n'oseraient pas dire non, seraient très mal à l'aise. Ce n'est pas la première fois que des femmes accusent Patrick Poivre d'Arvor dans la presse. Un premier témoignage, celui d'une mineure, a été publié en 1989. Mais à l'époque, personne ne le relève. Ce témoignage, c'est celui de Caroline. 32 ans plus tard, elle tente une nouvelle fois de se faire entendre, pour la première fois à la télévision. Elle assure avoir été abusée sexuellement par le présentateur, alors qu'elle n'avait que 16 ans. En 1988, l'adolescente fan de théâtre rêve de rencontrer le comédien Francis Huster. Elle pense que PPDA, qui présente alors une émission de variété, pourrait l'aider. Elle dit lui avoir écrit, puis parler au téléphone. Il me dit, mais pourquoi vous voulez rencontrer Francis Huster? Donc je lui explique toute l'admiration que j'ai pour lui et puis que j'aspire effectivement peut-être éventuellement travailler dans le théâtre. Et ensuite, il m'a posé une question qui m'a vraiment décontenancée. C'était, est-ce que vous aimeriez faire l'amour avec Francis Huster? Voilà, donc je suis assez surprise, mais je pense que je lui dis surtout que... Je lui dis la vérité, c'est-à-dire je lui dis, ouais, c'est pas quelque chose auquel j'ai pensé, qui m'intéresse. J'ai embrassé 2 garçons dans ma vie. Voilà, moi j'ai jamais couché avec qui que ce soit, et c'est... voilà, je lui fais part de mon... Et ensuite, il m'a proposé, il m'a dit, est-ce que ça vous amuserait, est-ce que ça vous plairait de venir assister à l'une de mes émissions? Le 19 juin 1988, Caroline prend le train avec 2 amis pour assister à l'émission diffusée depuis des studios installés à l'époque dans le quartier des Buttes-Chaumont à Paris. Voilà, mais ça c'est un extrait en fait de l'émission à laquelle j'ai assisté. Je suis à cet endroit-ci. Je porte une tunique de couleur rose saumon. Donc on retrouve ensuite d'ailleurs sur la photo qui a été prise après l'émission sur le plateau. L'émission se termine, il reste quand même une partie des invités sur le plateau. C'est à ce moment-là que moi je vais voir PPDA pour me présenter. On fait une ou 2 photos avec mes camarades. Je lui demande de signer le livre que j'ai apporté, qui s'appelle Les femmes de ma vie. Je récupère un petit autographe sur ce livre. Et puis, quand PPDA quitte le plateau, il me propose de le suivre dans les coulisses. Il m'invite à rentrer dans sa loge, à m'asseoir sur le canapé. Alors, je sais qu'à un moment, il a fermé la loge, la porte à clé, pour être tranquille. Ça commence vraiment par un échange normal. En fait, il me pose des questions, on parle de ma scolarité. J'étais en première, j'avais 16 ans, j'avais 1 an d'avance. Donc je venais de passer le bac de français. Et après, par contre, je me souviens plus à quel moment ça a basculé. Il était assis à côté de moi sur le canapé. Et à un moment donné, il a commencé à avoir des gestes déplacés. C'est vraiment un effet de surprise, en fait. Donc, dans mon souvenir,
J'ai l'impression de m'être reculée, mais j'ai aussi le souvenir que lui a été pressant et oppressant. Et là, moi, je me suis figée, en fait. J'ai été incapable de réagir. Dans mes souvenirs, il commence par m'embrasser. Ça, j'ai une image très nette sur le canapé, où il est en partie sur moi. Voilà, faut savoir aussi quand même que il est quand même physiquement beaucoup plus impressionnant que moi. En tout cas, je me retrouve sans le bas. Il me demande de m'allonger sur la moquette. Et là, il se met devant moi. Lui, il est comme moi, c'est-à-dire qu'il a enlevé le bas. Voilà, il est en érection. Et là, sans quoi que ce soit d'autre, en fait, sans sensualité, sans quoi que ce soit, il me pénètre. C'est pas agréable, ça me fait mal, ça dure pas très longtemps. Donc c'est très mécanique, c'est très froid. Moi, j'ai eu l'impression de m'être, évidemment, laissé faire, en fait. Et ça a été, c'est quelque chose dont j'ai tout de suite pris conscience quand je suis sortie et que je cherchais désespérément la sortie. Je m'en suis directement voulu. Caroline se confiera à quelques amis, en présentant une version tronquée de ce qui serait arrivé. Elle parle de sa première fois. Elle aimerait se confier à ses parents, mais elle n'ose pas. Pour qu'ils l'apprennent, elle contacte Minute, l'hebdomadaire d'extrême droite qu'ils lisent, espérant que son témoignage sera publié. Caroline rencontre un journaliste de l'hebdomadaire. Son récit paraît en février 1989. Je découvre un titre qui est quand même sans équivoque, hein, qui s'appelle Un satire à TF1. Et le sous-titre, ou le surtitre, c'est « Quand une star abuse d'une lycéenne ». Donc, il m'avait demandé de ne pas nommer la personne dont je parlais, mais il m'avait dit que je pouvais la décrire. Je dis que c'est quelqu'un qui a la quarantaine, très grand, qui se tient de façon voûtée. Et puis, je parle aussi d'une calvitie naissante. Donc voilà, quoi, sur TF1, je pense pas qu'on puisse hésiter entre plusieurs personnes. À la lecture de l'article, par peur du scandale, sa mère lui reprochera d'avoir parlé. Caroline dit avoir été marquée par ces événements, parcours scolaire chaotique et vie sentimentale perturbée. Les faits qu'elle dénonce sont aujourd'hui prescrits. Elle ne veut pas déposer plainte pour le moment. L'avocate de l'ex-présentateur de TF1 n'a pas souhaité répondre à cette accusation. Depuis près d'un mois, nous avons proposé à plusieurs reprises à Patrick Poivre d'Arvor ainsi qu'à son avocate de prendre la parole dans 7 à 8. Ils n'ont pas donné suite. À propos de l'écrivaine Florence Porcel, la première plaignante, au soir du classement sans suite de l'enquête, maître Jacqueline Lafont déclare avoir démontré que celle-ci aurait tout inventé pour se faire de la publicité. Ce que je peux vous dire, c'est que nous avons transmis des éléments. Nous sommes les premiers à les avoir transmis, et notamment des écrits de Mme Porcel. Elle évoquait dès 2008 le stratagème qui consisterait à venir dire devant un média que celui qu'elle mettait en cause dans ses romans qui ne fonctionnait pas, parce qu'elle en est à son deuxième, serait une personnalité connue de la télévision, parce qu'elle nous disait que peu importait la vérité, ce qui comptait c'était de faire un buzz, et qu'ensuite elle verrait bondir le courbe de ses ventes. Dans ses écrits, il était flagrant que Mme Porcel mentait et qu'elle avait en tête un stratagème qu'elle a mis en œuvre. Nous avons rencontré des proches de PPDA. Ils affirment disposer de documents mettant en doute la sincérité de certaines accusatrices. Des éléments qu'ils ont refusé de nous montrer. Depuis le premier jour, l'ancien présentateur demande à ne pas être jugé en place publique. Moi je dis, s'il vous plaît, écoutez, regardez, attendez. Ne piétinez pas l'innocence.
La présomption d'innocence, ça reste quand même un des droits fondamentaux. Si cette époque-là doit être celle-là, celle de la délation des tribunaux populaires, ça, cette époque-là, si cette époque-là qu'on est en train de nous servir, ben je la récuse. Pardonnez-moi, mais j'en veux pas. Et là, on essaie de dire qu'un homme qui finalement, pour des raisons qui sont totalement indépendantes de sa volonté, ça n'est pas lui qui choisit les règles de la prescription, ça n'est pas lui qui choisit que des faits dénoncés soient prescrits. Il est totalement étranger à cela. Eh bien, cet homme-là, il serait condamné à être coupable à vie sans avoir été jugé. La prescription pour les crimes sexuels est de 20 ans, portée à 30 après la majorité pour les mineurs. 4 ans après l'essor du mouvement MeToo, à l'heure de la libération de la parole des femmes, ces délais sont-ils encore adaptés? Procureur de la République de Blois, Frédéric Chevalier n'est pas en charge du dossier Poivre d'Arvor. Mais il a accepté de donner son avis de magistrat sur la prescription, ses vertus et ses limites. La prescription, elle est, moi je pense, fondamentale dans une société démocratique, pour dire que, en fait, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour la réaction, il y a un temps pour l'enquête, il y a un temps pour la réponse judiciaire, et puis, à un moment donné, il y a un temps pour l'oubli. Une société ne peut pas vivre continuellement en colère contre elle-même. Il y a un moment donné où la concorde, l'apaisement social permet à une société de continuer de vivre ensemble et d'évoluer. Vous avez lu les témoignages des femmes accusant Patrick Poivre d'Arvor. Qu'est-ce que vous avez ressenti en entendant, en lisant cela? Beaucoup d'amertume. Aujourd'hui, je trouve que ce n'est pas satisfaisant, pour personne d'ailleurs, plaignant et mis en cause, que des révélations se fassent dans ces conditions-là, parce qu'il ne pourra pas y avoir une vérité judiciaire qui pourra être établie. Je suis convaincu qu'il faut encore et encore persuader les gens qui sont victimes de quelque chose de venir vers les voies naturelles que sont les gendarmes, les policiers et la justice dans un temps un petit peu plus court que celui qui dépasse le temps de la prescription. Voilà. Aujourd'hui encore, des victimes hésitent à témoigner auprès des autorités. Peur d'être mal reçues, peur des représailles, du regard de l'entourage, de ne pas être cru. Seul un viol sur 10 commis en France aboutirait à une condamnation en justice. Depuis la une de Libération le 8 novembre, Patrick Poivre d'Arvor serait pour certains devenu moins fréquentable, y compris dans des événements publics qu'il affectionne. Lundi soir, dans ce restaurant parisien, il devait assister aux délibérations du prix littéraire du Temps retrouvé, dont il était le président l'année dernière. Alors, qui est là? Daniel Jagolnitzer est le mécène de ce concours. Tous les producteurs de champagne ont explosé. Alessandra Fra, romancière, est l'une des créatrices du prix. Suite au scandale PPDA, 7 des 10 membres du jury ont démissionné. Il fait partie d'un cercle littéraire. Parmi eux, Patrick Modiano, prix Nobel de littérature en 2014. David Fuenquinos, prix Renaudot 2014. Mais aussi les écrivaines Flavie Flament et Tristan Banon. En tout cas, merci beaucoup à vous deux d'avoir été courageux, parce que les autres... Écoutez, nous sommes des écrivains. Nous ne sommes pas des moralisateurs. C'est tout. Pour l'instant, il y a une cabale. De toute façon, il y a une cabale. On ne sait pas du tout ce qu'il en est exactement. Il n'est pas jugé. Il n'est pas jugé. Il a des comportements sans doute... Mais bon, non, je peux pas aller plus loin parce que je vais me faire agresser. Pour apaiser les choses, PPDA a renoncé à sa présence dans ce jury. Mais oui, mais voilà, les temps ont changé. Alessandra Fra le connaît personnellement depuis 2005 et lui conserve toute son estime. Elle ne cache pas avoir éprouvé pour lui des sentiments. Lors de leur première rencontre, elle dit avoir dû repousser les assauts du présentateur qui aurait tenté de l'embrasser.
Mais elle assure n'avoir pas vécu cet épisode comme une agression sexuelle. Les mentalités ont beaucoup évolué depuis les années 2000, voilà, et à l'époque, ce n'était pas considéré comme quelque chose de très grave. Aujourd'hui, c'est bien de reconnaître que ces comportements sont très déplacés et qui doivent cesser. Mais voilà, on ne peut pas juger, je pense, ce qui s'est passé il y a 10 ou 15 ans avec des critères présents, avec une législation présente. Moi, ce que j'ai vécu, je considère que ce n'est pas bien du tout, mais ça s'est passé quand même en 2005. Ce n'est pas aujourd'hui, en 2021. Et je n'ai pas envie voilà, de juger tous ces faits passés avec les critères d'aujourd'hui. Un changement d'époque qui explique peut-être l'écho de la parole de ces femmes aujourd'hui, même si les faits présumés sont prescrits. Mathilde, l'ex-journaliste de TF1 qui dit avoir été victime de Patrick Poivre d'Arvor, annonce qu'elle va déposer plainte dans les prochains jours. En fait, je le fais parce que je pense que plus nous serons nombreuses à le faire, plus peut-être les gens prendront conscience de ce qu'est un viol sous emprise. Même si c'est prescrit, ça ne doit pas rester impuni, ça doit se savoir. Et parce que nous, les victimes, ne sommes pas des menteuses. Nous sommes de vraies victimes. Des victimes avec une blessure à l'intérieur de nous jusqu'à la fin de notre vie. À l'issue de notre enquête, la direction actuelle de TF1 nous a fait parvenir ce communiqué. Nous avons pris connaissance de ces témoignages avec une vive émotion. Nous mesurons le courage qu'il faut à ces femmes pour témoigner et sommes très sensibles à leur souffrance. Le groupe TF1 condamne toutes les formes de violence et de harcèlement, comportements ou propos inappropriés et rappelle que la règle qui s'impose à tous dans l'entreprise est la tolérance zéro. De son côté, Florence Porcel n'a pas renoncé à une bataille judiciaire. Le 25 novembre, elle a déposé une nouvelle plainte avec constitution de partie civile. Cette démarche entraînera automatiquement la saisie d'un juge d'instruction. Celui-ci pourra réentendre les accusatrices ainsi que PPDA. Vendredi, 2 autres femmes ont porté plainte pour viol et agression sexuelle. L'ancien présentateur est toujours présumé innocent.